L'inspecteur Moreau de la police judiciaire de Lyon considère avec déplaisir l'homme qui est assis en face de lui. Le métier de policier comporte décidément une large majorité de tâches aussi inintéressantes que rébarbatives. L'individu doit avoir la quarantaine, ou plutôt, il a l'âge indéterminé des clochards qui leur fait conserver le même aspect entre 25 et 60 ans. Il est sans papier, et il a été arrêté alors qu'il venait de voler un poulet à la devanture d'un volailler. L'inspecteur Moreau introduit une feuille de papier sous le cylindre de sa machine à écrire modèle Japy 1922, un modèle récent, car il faut préciser que nous sommes le 16 avril 1924. Nous disons donc vol à l'étalage. Tu reconnais les faits? Le vagabond hausse les épaules. Moyen de faire autrement. Bon. Alors allons-y. Nom et prénom, date et lieu de naissance. Je sais pas. Ah non, si tu te fiches de moi, tu vas trouver à qui parler, hein. Mais je vous jure, c'est la vérité, je sais pas. Tu sais pas qui tu es? Non. Mais tu as quand même de la mémoire, puisque tu te souviens d'avoir volé le poulet. Ah ben ça oui, je m'en souviens. Et avant? Avant, j'ai marché, j'ai dormi, je sais plus. L'inspecteur Moreau pousse un soupir. Bon. Puisque tu as décidé de jouer les dingues, allons-y. Ce sera l'asile au lieu de la prison. L'inspecteur appelle un agent pour conduire le clochard anonyme au dépôt et rédige son rapport concernant un amnésique trouvé sur la voie publique. Et contrairement à ce qu'il pense, le cas n'est nullement banal. Il va même s'en souvenir longtemps de l'amnésique. 25 avril 1924, un journal local a publié sur l'amnésique voleur de poulet un article accompagné d'une photo. L'individu correctement coiffé et rasé était tout à fait présentable. Mieux même, il était bel homme avec ses cheveux blonds et son regard clair. Les lecteurs étaient priés de donner des renseignements. Or, cette initiative vient d'avoir un résultat stupéfiant. Une dame se présente dans le bureau de l'inspecteur Moreau. Elle est vêtue d'un manteau de fourrure et d'une robe de chez Poiret, et elle lui dit cette chose inconcevable: « L'homme du journal, je crois que c'est mon mari. » L'inspecteur Moreau rajuste instinctivement sa cravate. « Votre mari? Mais puis-je vous demander, madame ?» La femme sourit sous son chapeau-cloche. Elle doit avoir 45 ans, elle est franchement ravissante. « Je vous demande pardon, j'étais si ému que j'ai oublié de me présenter. Évelyne Picard. Mon mari est Bertrand Picard. J'habite au château de Fombreuse, non loin de Lyon. Vous connaissez peut-être. » L'inspecteur Moreau acquiesce. Oui, il est déjà allé du côté de cette somptueuse résidence du XVIIIe siècle, au cours d'une de ses promenades dominicales. Et Picard, il connaît aussi les amortisseurs, Picard pour automobile. Il en a déjà entendu parler. D'après ce qu'il en sait, c'est une des entreprises les plus dynamiques de Lyon. Enfin, comment se pourrait-il que mon mari soit devenu clochard? Ah, je suis comme vous, je ne comprends pas. Tout ce que je peux vous dire, c'est qu'en 1914, il est parti pour la guerre. Il avait 34 ans et le grade de lieutenant. Nous étions mariés depuis 10 ans. Bertrand était déjà très inventif. Il avait mis au point un système d'amortisseurs. Mais la réussite est vraiment venue quand il n'a plus été là, pendant la guerre, à cause des commandes de l'armée. Il a été porté disparu au mois de mai 1915, en Artois, du côté de Vimy. Cela fait 9 ans. Pourquoi ne s'est-il pas fait connaître? Pourquoi a-t-il mené une vie de vagabond si longtemps? C'est normal, c'est la perte de la mémoire. Il est tout de même étonnant qu'il soit rentré précisément chez lui, à Lyon. Évelyne Picard allume une cigarette avec son briquet doré. Peut-être une sorte d'instinct. Écoutez, de toute manière, je veux le voir. 1 heure plus tard, la confrontation entre la châtelaine et l'amnésique a lieu. Ils se regardent en silence, lui dans sa robe de chambre grise et son pyjama rayé de l'assistance publique, elle dans son manteau d'Oslo et sa robe de grand couturier. Après un long moment, Évelyne Picard prend la parole. « Bertrand, tu me reconnais ?»« Bertrand, c'est moi. Évelyne, ta femme. » L'inconnu ne répond pas. L'inspecteur Moreau ouvre de grands yeux. « Parce que vous voulez dire que c'est bien lui ?»« Oh oui, inspecteur, c'est Bertrand. »« C'est mon mari, il a changé, mais c'est lui. J'en suis certaine. Je ne peux pas me tromper. »
Eh bien, monsieur, dites quelque chose. Est-ce que vous êtes Bertrand Piccard? Je sais pas. Enfin, l'Artois, Vimy, mai 1915. Cela ne vous dit rien? Non, je regrette. Et madame Picard, vous ne la connaissez pas? L'inconnu a une expression de désespoir. Je voudrais bien, mais je ne peux pas, c'est le noir, le vide. 2 jours plus tard, Evelyne Picard part avec l'homme au volant de sa Delahaye en direction du château de Fombreuse. L'amnésique n'a pas été déclaré officiellement son mari, les choses ne sont pas aussi simples. L'enquête se poursuit, mais l'internement a été levé. Evelyne Picard se tourne vers son passager, tandis qu'elle démarre. Maintenant, écoutez-moi. Vous n'êtes pas mon mari. Vous lui ressemblez beaucoup, mais vous n'êtes pas lui, j'en suis certaine. Pourtant, j'ai décidé de faire comme si. Et vous allez faire comme moi. Je crois que vous n'avez pas le choix. À moins de préférer les ponts au château de Fombreuse. L'homme reste muet de saisissement. Evelyne Picard poursuit. Vous vous appelez comment? Chardin. Victor Chardin. Ah, vous n'avez pas perdu la mémoire, je préfère ça. Ce sera plus facile pour nous. Alors pourquoi avez-vous joué les amnésiques? Pour ne pas aller en prison, pardi. L'asile, je préfère. Il y en a qui n'aiment pas, mais moi, ça ne me dérange pas. Je fais le coup chaque fois que j'arrive dans une ville nouvelle. Comme ils ne me connaissent pas, ça marche. Et vous venez de loin comme ça? De Paris. Ça fait longtemps? Oh oui, pas mal de temps. Vous avez de la famille, des parents, une femme, des enfants? Oh, juste une sœur. Je ne pense pas qu'elle se soucie beaucoup de moi. De sorte que personne n'ira vous chercher ici. Ah, pour ça, il n'y a pas de danger. Dites, vous voulez maintenant vraiment me faire passer pour votre mari? Oui? Vous voulez que je devienne le châtelain, que les usines de votre mari soient à moi, et aussi... Victor Chardin la regarde de haut en bas, et aussi le reste? Bien sûr. Ah alors là, il faut m'expliquer, ou sans quoi c'est non, hein. Ma pauvre mère disait, quand c'est trop beau, c'est tout laid. Pourquoi est-ce que vous feriez tout ça pour un type comme moi? Vous n'avez qu'à vous remarier si vous êtes veuve. Avec votre château, vos usines, et puis le reste, ça sera pas trop difficile. Evelyne Picard hoche la tête. Vous avez raison, Victor, je vous donne la vérité. Il n'y a que le reste, comme vous dites, qui m'appartient. Le château, les usines ne sont pas à moi, mais à mon mari. Et je ne suis pas veuve, contrairement à ce que vous croyez. Bertrand a été porté disparu en mai 1915. Ce n'est qu'au bout de 10 ans qu'une personne disparue est déclarée décédée. Ce jour-là, en mai 1925, je serai effectivement veuve. Mais je n'aurai plus rien. Mais comment ça? Bertrand avait une fille d'un premier mariage. C'est à elle que tout reviendra. Elle me déteste et elle me chassera. Je retournerai d'où je viens, c'est-à-dire nulle part. Je suis une fille de l'assistance. Victor Chardin contemple la conductrice de la Delahaye. Alors dans le fond, on est un peu pareils tous les deux. Evelyne Picard a un charmant sourire. Oui, pareil. Enfin, pareil au départ. Pareil maintenant et pareil pour la suite, quoi qu'il arrive. 29 avril 1924, 2 jours seulement s'en sont écoulés depuis que l'inspecteur Moreau a arrêté le clochard amnésique. Depuis, l'inspecteur n'a pas cessé de penser à cette sensationnelle affaire. Mais ce 29 avril lui réserve une surprise plus incroyable encore. À peine est-il entré dans son bureau qu'il découvre un visiteur en tenue de soirée. C'est lui, c'est l'amnésique. Il a un cri, mais « Monsieur Picard, qu'est-ce qui vous arrive ?» Mais à sa surprise, l'homme secoue négativement la tête. « Non, monsieur l'inspecteur, je ne m'appelle pas Picard, mais Chardin. Et puis je suis pas de Lyon, mais de Paris. Et puis j'ai jamais fait la guerre en Artois. Et puis je suis pas plus amnésique que vous. » Le pauvre inspecteur Moreau n'en peut plus à force d'émotions contradictoires. Enfin, l'autre fois, ce que disait madame Picard, c'était de la comédie. Elle est très forte. Et Victor Chardin explique en quelques phrases le projet incroyable qu'avait échafaudé Evelyne Picard quand elle s'est rendue compte que l'amnésique n'était pas son mari. Le reconnaître quand même, pour qu'elle ne soit pas déclarée veuve et que sa fortune n'aille pas à sa belle-fille. L'inspecteur en reste sans voix. Mais enfin, c'était de la folie pure. Cela ne pouvait pas marcher. Ah, ne croyez pas ça?
C'était très malin, au contraire. Madame Picard m'a tout expliqué. L'invention de son mari, un nouveau modèle d'amortisseur, a eu du succès seulement pendant la guerre, c'est-à-dire à partir du moment où il n'était plus là. Avant, sa femme et lui étaient très pauvres, et ils ne connaissaient pour ainsi dire personne. Le château, les usines, tout cela a été acheté après la disparition du mari. Pas un de ses directeurs, pas un de ses domestiques ne l'avait jamais vu. Mais alors, pourquoi n'en avez-vous pas profité? Pourquoi êtes-vous parti? Pourquoi me dites-vous tout cela? Victor Chardin pousse un gros soupir. Parce que je suis un clochard, un pauvre type, un voleur, tout ce qu'on voudra, mais pas un assassin. Un assassin? Eh oui. Il y avait quand même un détail qui n'allait pas à la fille de Bertrand Picard. Elle, il n'y avait pas moyen de la tromper. J'ai demandé à Madame Picard ce qui allait se passer pour elle. Et elle m'a répondu, elle est dans un collège en Angleterre. Elle rentrera pour les grandes vacances. Et qu'est-ce qui se passera à ce moment-là, je lui ai demandé. Alors elle m'a dit, il faut la faire disparaître, Victor. C'est un travail d'homme. Et ce sera le secret qui nous unira. Le clochard a une moue de déception. C'est drôle ce qui peut se cacher dans une jolie tête comme la sienne. Elle avait tout un plan. Elle irait la chercher à la gare en voiture avec moi cachée dans le coffre. Sur le chemin du retour, elle s'arrêterait dans un bois. Je sortirais, j'assommerais la fille. Elle jetterait la voiture contre un arbre et on y mettrait le feu. Alors hier soir, je suis parti, voilà. L'inspecteur Moreau reste silencieux. Victor Chardin manifeste quelques surprises. Eh bien, vous ne faites rien? À quel sujet? Au sujet d'elle, pardi de Mme Picard. Il n'y a rien à faire. En admettant que ce que vous dites soit vrai, elle n'a strictement rien fait de mal. Une intention n'est pas un crime. Le clochard semble déçu. Bon, alors si c'est ça, j'ai plus qu'à m'en aller. Mais l'inspecteur Moreau secoue l'index droit avec un petit sourire. Ah, pas si vite, pas si vite. Et le poulet? Quoi, le poulet? Vous avez volé un poulet. Ah, ne dites pas que vous l'avez oublié. Vous venez de m'avouer que vous n'êtes pas amnésique. Voici ce qui arrive parfois lorsque une bonne épouse, une mère de famille modèle courant, n'a plus de quoi tenir son ménage. Un instant aussi crucial que désagréable. Nuremberg, été 1970, chaleur et énervement. Dans le petit appartement des Klaus, c'est la bagarre conjugale. Elle. Enfin, comment veux-tu que je joigne les deux bouts avec 200 marks de moins par mois? Pour ceux que le cours des monnaies laisse indifférents, dans les années 70, les 200 marks en question représentent 700 francs. Lui. Mais enfin, j'en ai marre de rouler en mobilette. J'ai décidé d'acheter cette voiture et j'achèterai cette voiture. Et clac! La porte s'est refermée sur la colère du chef de famille qui repart courageusement à l'usine gagner son salaire d'ouvrier spécialisé. Eva tourne en rond à refaire et refaire ses comptes. Cette maudite voiture va les priver du peu de superflu auquel elle s'était habituée. Le gamin veut des baskets toutes neuves, pas question. Il veut s'inscrire au club de sport, pas question. Il veut inviter ses copains pour son anniversaire, pas question. Coiffeur, pas question. Robe d'été, pas question. Va falloir serrer la vis, quitte à manger des patates. Eva aborde la trentaine. Elle a élevé son enfant et abandonné son poste de secrétaire. Retrouver un travail devient difficile. Elle a perdu le rythme. Et partout où elle se présente, on lui demande ou de parler anglais, ou de travailler sur un ordinateur, ou des diplômes qu'elle n'a jamais eus. Alors que faire? Des ménages? Dans cette grande cité, les femmes font leur ménage elles-mêmes. Une semaine plus tard, Eva revient à la charge. Karl, ce n'est pas possible, on n'y arrivera pas. Cette semaine, ton fils a mangé de la viande une fois, une seule fois. Tu ne pourrais pas attendre? Demander une augmentation? Changer de mobilette? Écoute, j'ai dit non. D'ailleurs, j'ai donné un acompte. J'ai signé le crédit. Allez, fiche-moi la paix. C'est à toi de gérer au mieux l'argent que je te donne. On ne crève pas de faim que je sache. Non, bien sûr. Mais cette maudite voiture qu'il ramène un samedi matin devant la porte de l'immeuble, Eva la prend en grippe. Pour de multiples raisons. La première étant la restriction de son budget de ménage. La seconde, parce que son mari en fait tout un plat. Il la bichonne, la nettoie, la lustre, tourne autour de la carrosserie verte avec un amour et un plumeau. Et les copains l'admirent, et ils s'en vont l'essayer. Il fête la nouvelle arrivée au bistrot avec plus d'enthousiasme que le jour de la naissance de son fils. Une belle coccinelle verte, décapotable, quasiment neuve, avec garantie et 1 mois d'assurance gratuite. Ça se refuse pas.
« Papa, je pourrais avoir la mobilette pour aller à l'école maintenant ?»« Je l'ai revendue, t'es trop petit. »« Mais j'ai 12 ans. » »« Justement. C'est l'âge des patins à roulettes. »« Mais maman, elle veut pas les acheter. Elle dit qu'elle a plus d'argent. »« T'as des pieds, alors marche. » Eva se plaint dans le voisinage. Il gagne 1800 marks par mois. Et on y arrivait déjà tout juste. Alors, il me donnait 400 marks pour le ménage. Maintenant, j'en ai plus que 200. À force de raisonner dans les couloirs de la cité, le malheur d'Eva parvient jusqu'au 7e étage de l'immeuble où vit une certaine Sophie. Une belle plante, Sophie, 25 ans, l'air déluré, pas d'enfant et un mari routier toujours absent. Le genre a porté la dernière mini-jupe et a changé de coiffure tous les 15 jours. L'affaire commence par une conversation banale à propos d'une nouvelle robe justement que Sophie étrenne un matin du mois d'août. Eva contemple tristement l'allure resplendissante de sa voisine du 7e. « Ah, j'y arriverai jamais. 200 marks. Tu sais où j'en suis ? À récupérer les sacs plastiques au supermarché pour la poubelle. Ben, fais comme moi. Je gagne 100 marks de l'heure. Et puis je te jure que c'est pas fatigant. 100 marks de l'heure ? Qu'est-ce que tu fais pour 100 marks ? Des photos. Un peu spécial. Comment ça spécial ? Des photos de nu. Mais attention, dans le genre artistique, hein. Pas de porno médiocre, non. J'ai un copain à Francfort qui a un studio, il cherche des modèles. Si tu veux essayer. Moi, toute nue. Et alors ? Y'a pas de mal à ça. T'es bien fichu, t'es blonde, une vraie blonde en plus. C'est très recherché, je t'assure. Il y a des tas de filles qui se battraient pour avoir ce boulot. Mais je saurais jamais. Oh, y a rien à savoir, Eva. Tu arrives, tu te déshabilles, Franck te dit la pause que tu dois prendre, ça dure environ 2 heures, t'empoches l'argent et tu te payes ce que tu veux. Mais mon mari, comment veux-tu qu'il le sache, hein ? Si tu lui dis rien, il n'en saura rien. Tu crois que le mien est au courant ? Bon, je sais pas, mais j'ai honte. Alors mange des patates. Les jours passent, et la coccinelle verte et triomphante nargue toujours Eva en bas de l'immeuble, tandis qu'elle épluche ses patates. Et Sophie change de robe quand elle veut, passe son temps chez le coiffeur, et le dimanche, au bras de son époux, fait l'admiration des copains. Eva ronge son frein. Elle commence à s'exercer devant la glace, dès que son fils est parti pour l'école, et Karl pour l'usine. Sophie a raison, au fond, c'est vrai qu'elle est bien faite. Même dans un vieux maillot de bain démodé. Sophie, tu me jures que c'est discret. Viens le voir. Tu te rendras compte toi-même. Fin août 1979, Eva et Sophie se rendent en secret à Francfort, dans le studio photo de Franck. Discret, effectivement, il travaille en appartement, pas de plaque sur la porte, aucune inscription révélatrice de son métier. Et en plus, il est sympathique. Bon, alors voilà, pour une photo de buste, c'est 20 marks. Pour un nu entier, c'est 100 marks. Et pour un nu en action, c'est 600 marks. Mais il faut compter 3 heures de présence. Eva écarquille les yeux. C'est quoi un nu en action ? Sophie connaît, elle explique. Évidemment, il s'agit là d'un art un peu particulier qui nécessite des aptitudes de comédienne. Mais attention, jamais de porno, jamais de partenaire. Ce n'est que du mime, de l'art suggestif. Et Sophie ajoute, « Je te conseille le nu en action. Ça ne vaut pas le coup de se déplacer jusqu'ici pour 20 marks. 1 fois par semaine, 3 heures de présence, hein ? Là, ça vaut le coup, crois-moi. » Et Eva n'hésite plus. « Oh diable, la pudeur et le reste. Être nu dans son bain toute seule ou nu devant un appareil photo, après tout, hein ? 600 marks. Elle pourra en faire des choses avec 600 marks par semaine. Il suffira de trouver un petit mensonge pour Karl. Sophie, on a des pleins tiroirs de mensonges. Première règle. Tu ne parles pas d'un travail régulier et tu n'annonces pas combien tu gagnes. Moi, je dis à mon mari, par exemple, que je travaille au noir. Je fais de la garde d'enfants, gouvernante pour une journée. Je choisis le jour de congé scolaire. Ou alors, je m'occupe d'une grand-mère. Même topo, payé au noir. Un autre jour, je fais un remplacement dans une boutique. Il gobe tout ce que je lui raconte. Oui, mais ton mari, il rentre pas tous les soirs. Le mien, oui. Et alors ? Il va pas aller vérifier l'adresse de la grand-mère ou le nom des gosses. Surtout si tu prétends que tu gagnes 20 marks et t'es chiné dans un boulot fatigant. Il verra bien que j'achète des choses, des vêtements, des gâteaux, enfin je sais pas quoi. Eva, je t'aime bien mais t'es stupide. Aucun homme ne connaît le prix d'une robe ou d'une tarte aux fraises. S'il le savait, il serait plus généreux avec l'argent du ménage. Et puis, il s'est offert une voiture, oui ou non ? Jusqu'à ce jour, Eva
était une bonne ménagère, une bonne mère de famille, une femme pudique et réservée. Or, qui l'eût cru, après quelques séances de trac, Eva découvre une nouvelle personnalité en elle. Ce photographe a du talent. En plus, il sait parler aux femmes, leur dire qu'elles sont belles, les mettre en valeur, les encourager. Et Eva se trouve belle. C'est nouveau. Il y a bien longtemps que Karl ne lui a pas fait de compliments, bien longtemps qu'elle ne se regardait plus vraiment dans une glace. Quand on passe son temps à éplucher des patates, il est vrai qu'il n'y a pas de quoi pavoiser. Mais lorsqu'on pose devant un homme qui admire la courbe de la hanche, le galbe d'une jambe et une poitrine qui ne doit rien à la chirurgie esthétique, du coup, Eva fignole. Elle s'inscrit à un cours d'aérobic, nage 2 fois par semaine pour récupérer un ventre plat et photogénique, change de coiffure, s'habille de frais, et tout le monde est content. Le fiston qui a ses patins à roulettes, le mari qui ne l'entend plus gémir et croit dur comme fer qu'elle a gardé une grand-mère ou torché des nourrissons. C'est un petit bonheur tranquille qui s'installe au 3e étage de l'immeuble comme il est installé au 7e. Sophie et Eva sont devenus inséparables, de vrais amis, complices, qui parlent d'autre chose que de la cuisine ou de la lessive. Bien entendu, Eva s'est inquiétée de savoir ce que devenaient les photos dont elle est la star. Bon, il n'y a pas de secret. Elles ne sont pas publiées dans les magazines réservés aux grandes professionnelles. C'est un circuit tout à fait marginal. Franck, le maître d'œuvre, lui a expliqué que ses collections partaient dans certains pays où la religion d'État interdit totalement ce genre de publication, mais pas le pétrole. Arrive le début de l'hiver et le printemps revient, puis l'été 1971. Il y a maintenant presque une année que la ménagère Eva pose pour un studio privé de Francfort et met du beurre dans les épinards de la famille. Franck ne se doute absolument de rien. Eva est raisonnable et ne dépense pas inutilement son argent. Il ignore que les draps neufs dans lesquels il dort n'ont pas été payés avec son salaire, que la douche a été réparée sans son intervention, que les chaussures du gamin qui réclame un vélo à corps et à cri suivent sans problème l'évolution de sa pointure. Il ignore même que sa femme a ouvert un petit compte d'épargne pour de futures vacances au soleil avec lui. Il pense qu'elle se serre la ceinture et a enfin compris la nécessité pour lui d'avoir une voiture et de frimer avec les copains d'usine. 1er août. Des cosmonautes ont roulé sur la Lune avec une Jeep. Franck roule dans sa coccinelle verte en direction de l'usine. Il fait beau, il a décapoté, et les cheveux au vent, l'époux égoïste vient se garer sur le parking voisin comme tous les matins depuis 1 an. Après sa journée de travail avec 2 ou 3 copains, il regagne le parking comme tous les soirs à 5 heures. Les copains ne le lâchent pas, ils discutent devant la voiture comme s'ils attendaient quelque chose. Finalement, l'un dit « Tiens, t'as une publicité sur ton pare-brise. » Négligemment, Franck soulève l'essuie-glace et ôte le papier. Il y jette un coup d'œil, comme tout le monde, avant de le froisser pour le mettre à la poubelle. Et il devient vert, puis rouge, puis blême. Il suffoque. Alors, toujours l'air de rien, un des copains demande « C'est quoi ce truc? De la pub porno, fais voir !» Mais les autres ne tiennent pas le coup et partent d'un fou rire cruel. « Ben quoi, t'étais pas au courant? C'est pas ta femme? Elle est drôlement bien roulée, dis donc. Tu nous avais caché ça ?» Horreur. Ils ont découvert la photo d'Eva dans un magazine et n'ont rien trouvé de mieux que de glisser la page arrachée sur le pare-brise de la coccinelle. Le photographe, bien entendu, n'a pas tenu sa promesse de discrétion. Il a vendu le corps d'Eva à qui voulait l'acheter. Et il ne s'agit pas d'une simple photo de nu artistique, mais d'un montage d'une indécence atroce. La belle ménagère s'y trouve en compagnie d'un partenaire masculin dans une attitude révélatrice. Ce genre de détournement de l'image n'était pas prévu au contrat d'Eva. Mais il existe. Il est là, tout en couleur, sous le nez des collègues de Franck, lequel, mort de honte, grimpe dans sa voiture et fait 10 fois le tour de la ville avant d'avoir le courage de rentrer chez lui sans étrangler sa femme. Pourquoi? Et pourquoi justement sous l'essuie-glace de sa voiture? Parce que les bons copains savaient tout de la bagarre du couple à propos de la voiture, et qu'ils ont jugé très malin de coller la belle image sur l'objet du délit. C'est avec ça que t'as payé ta belle bagnole, hein? Compliment! La morale de l'histoire est d'abord bien triste. Franck a démissionné, tellement il avait honte. Il a déposé plainte contre le photographe et a demandé le divorce. Le réseau clandestin du photographe a été démantelé, mais il n'a été puni que pour fraude fiscale et non-déclaration d'employé. Eva a fait une tentative de suicide en avalant des somnifères. Le ménage sombrait, l'avenir était noir. Alors Zorro est arrivé au procès. La belle-mère d'Eva, Gertrude, 60 ans, le verbe haut. Elle a pris son fils par la cravate devant tout le monde pour le sermonner.
Voilà ce qui arrive quand une femme n'a pas de quoi tenir correctement son ménage. Tout ça, c'est de ta faute, imbécile. Et finalement, l'imbécile a pardonné. La vie de Marie Krebs est un désastre que l'on peut résumer à un seul instant crucial. Marie était mannequin, jolie. Mère célibataire, elle avait une petite fille née d'une liaison chaotique avec un homme trop riche, trop égoïste et surtout trop marié. L'enfant était son trésor. Un ballon qui roule sur la route, une voiture qui surgit, l'enfant qui court, et c'est fini. Marie est restée sur le bas-côté pétrifiée, une poupée dans les bras. Au bout d'un long moment, elle a réussi à traverser la route et à ramasser le ballon bleu. En quelques secondes, Marie a perdu tout souvenir, toute mémoire. Une amnésie totale. À Los Angeles, où elle vivait, Marie a passé plus d'une année dans un hôpital. Amnésique à 27 ans, elle ne savait plus qu'elle était mannequin, qu'elle posait pour des magazines, qu'elle avait un amant, qu'il était le père d'une petite fille morte. Le noir complet. Le seul repère obsessionnel qu'elle ne voulait pas perdre, c'était le ballon bleu, fixé dans sa mémoire perdue comme un symbole. Et même si elle ne le rattachait plus consciemment à l'accident, ce ballon était toujours là. Puis, un peu avant sa 30e année, Marie a été jugée apte à retourner à la vie extérieure. Désormais, elle se souvient du prénom de sa fille, de la date de l'accident, de la couleur du canapé de son salon, des noms des magazines pour lesquels elle a travaillé. Elle a accepté de ne plus s'accrocher à la poupée et au ballon bleu. Avant de l'autoriser à quitter cet univers feutré où l'on pense pour elle depuis l'accident, elle a répondu pendant 2 heures de temps à des questions destinées à estimer son degré de stabilité mentale. Une blouse à lunettes avec une voix de robot lui a demandé dans un désordre savant des noms, des anecdotes, des références, des souvenirs. Le rapport dit que l'amnésie partielle due au choc subi lors de la mort accidentelle de son enfant est résorbée. La patiente est maintenant capable de préciser calmement les circonstances de cet accident. Elle a admis la mort de Millie, sa petite fille. Elle est retournée à la réalité. Les progrès étant largement satisfaisants, les tests concluants, Marie peut retourner à la vie civile. Elle a réintégré son identité, sa mémoire et son malheur. Elle sait ce qu'elle avait refusé de savoir pendant plus d'1 an. Elle ne se ressemble plus cependant. Ni physiquement ni moralement, ses cheveux ont perdu leur teinture blonde et retrouvé le naturel d'un châtain ordinaire. Plus de maquillage, plus d'ongles vernissés, plus de visage apprêté. Marie est à 100 lieues de la poupée qui posait pour des marques de dentifrice, des parfums ou des robes de catalogue. On lui a conseillé de retravailler dès sa sortie. Mais reprendre du service dans ce milieu à son âge et avec ce qu'elle a vécu, c'est difficile. Les perdants, les faibles, les victimes de la vie n'ont pas leur place dans cet univers factice. Marie ne posera plus. Elle fera poser les autres, s'occupera des relations publiques d'une agence et doit s'estimer heureuse par les temps de crise d'avoir retrouvé un emploi. L'amant, le père de l'enfant, elle l'a rayé de sa vie. Elle travaille sans véritable passion. Toutes ces filles qui défilent le nez en l'air, la jambe agressive, que s'arrachent les photographes, les soirées branchées et les bouts d'essai au cinéma ne la concernent plus vraiment. Elle fut cela. Elle a jacassé comme ses filles, vécu dans le superficiel. À l'instant où l'actualité des faits divers tragiques la rattrape, elle a démissionné de son poste. Elle regrette la clinique au fond. Cet endroit feutré où la réalité pouvait dormir, attendre, où le malheur était loin. Apte à la vie extérieure. Les thérapeutes sont optimistes. D'ailleurs, elle ne suit plus de thérapie. La dernière fois que le médecin l'a vue et qu'elle a payé les $500 de la visite, Marie est repartie avec son ordonnance de tranquillisant sans dire qu'elle n'avait plus de travail. Les mois ont passé. Le médecin ne l'a jamais revue. Il y a 5 ans, en 1978, que la petite Millie en salopette a couru derrière son ballon bleu. Et Marie a besoin d'un ballon bleu. Elle va l'acheter
Elle va sortir de son trou pour cela. Il y a des semaines qu'elle ne quitte plus son appartement, mais ce ballon bleu lui est devenu indispensable à nouveau. Puis elle va s'asseoir sur un banc dans un jardin public avec son ballon bleu. Un homme qui passe lui trouve l'air malade et demande « Vous allez bien, vous ne voulez pas d'aide ?» Marie lui sourit en ramenant ses cheveux en arrière d'un geste familier, oublié depuis longtemps, comme devant un photographe. Ce sourire la transforme, et le passant va s'éloigner. Il a cru que cette jeune femme pâle et vacillante avait un malaise. En partant, il a vu aussi la jeune femme tendre les bras en souriant toujours à une petite fille et lui lancer le ballon. Une mère avec son enfant. Cet homme ne sait pas qu'il est le témoin d'un kidnapping. Marie parle, rit, joue avec la petite fille qu'elle appelle Milly, mon bébé, mon trésor. L'enfant est confiante. Marie la chatouille et elle éclate de rire. Marie danse et fait tourner l'enfant. Marie marche. En la tenant par la main, elle dit « Nous allons chercher une belle poupée, Milly. Je sais où est la poupée. C'est le docteur qui l'a prise. » L'enfant se prénomme Sandra. Elle n'est pas blonde comme Milly, elle a 4 ans et son père travaille dans un grand hôtel de Los Angeles. Sa mère attend un autre bébé. Elle est assise non loin de là, sur un autre banc, et discute avec son mari. Lorsqu'il s'affole de ne plus voir Sandra et court à travers le parc, il croise un homme qui désigne un taxi. Une petite fille avec une robe bleue, elle vient de monter avec sa mère dans un taxi. Il démarre là. Dans le taxi, Marie embrasse l'enfant, la câline. Elle donne au chauffeur l'adresse de la clinique où elle a été soignée, en continuant d'affirmer qu'il faut récupérer là-bas la poupée de Milly. Le taxi file dans la circulation sans se douter que l'enfant qui dit « maman » derrière son dos ne s'adresse pas à Marie. À la station de taxi, le chauffeur suivant a entendu Marie crier l'adresse de cette clinique et il fonce derrière son collègue avec les parents de Sandra. Lorsqu'ils arrivent à la clinique, Marie a déjà révolutionné tout le personnel en réclamant son ancienne chambre de malade. Cette crise de folie subite lui fait faire un amalgame étrange entre le passé, sa maladie, sa fille, qu'elle croit avoir retrouvée. Au premier infirmier qui lui barre le passage, elle hurle « N'approchez pas, ne touchez pas à ma fille. Je me tue avec elle si vous approchez. Elle est à moi !» Et elle s'enferme derrière la première porte sur son passage, une salle de soins où elle se barricade avec l'enfant. Il n'y a que des placards bourrés de pansements et de médicaments. Une fenêtre donne sur un petit balcon et lorsqu'une silhouette se profile derrière la vitre, Marie s'affole davantage. Elle s'empare au hasard d'une paire de ciseaux et menace de tuer l'enfant avec elle si quelqu'un essaie d'entrer. La silhouette disparaît rapidement et le siège commence dans l'angoisse. Dans cette salle de soins, Marie dispose d'un arsenal dangereux. La porte aurait dû être fermée à clé, elle ne l'était pas. Une infirmière venait d'en sortir pour un instant et le hasard a voulu que Marie se trouve là avant qu'elle revienne. Il y a des bistouris, des seringues, des ciseaux, autant d'objets terribles dans la main d'une folle. Sandra doit avoir peur, mais personne ne l'entend pleurer ou crier. Pourtant Marie apparaît soudain à la fenêtre, puis sur le balcon, elle la tient serrée contre elle et se penche dangereusement en s'adressant au groupe de médecins et d'infirmiers au-dessous d'elle. « Si vous approchez de ma fille, je saute !» 2 étages, c'est suffisamment haut pour faire du mal. La police arrive. Les parents supplient Marie. La mère de l'enfant ne supporte pas cette émotion, enceinte de 7 mois. Elle s'évanouit au moment où Marie hurle « C'est Milly, c'est ma fille, elle est revenue, je vais mourir avec elle !» Et la petite fille, bizarrement, ne semble toujours pas affolée. Le père explique qu'elle a un caractère heureux, enjoué, qu'elle parle facilement et malheureusement pour elle, cette aisance à communiquer avec les autres lui a valu de tomber sur Marie en toute confiance. Il est 6 heures du soir à Los Angeles, le soleil perce encore la brume. Marie s'enferme à nouveau dans la petite salle. Il y a plus de 2 heures qu'elle a kidnappé l'enfant. La police envisage les grenades lacrymogènes vers 8 heures du soir. Un tireur installé sur un toit
tient Marie en joue à travers la fenêtre sans rideau. Il voit parfaitement la scène dans la lunette de son fusil. Marie dessine des poupées sur le mur blanc avec un morceau de coton et du mercurochrome en guise de peinture. L'enfant est allongé sur une table de soins et semble dormir, bercé par les paroles incessantes de Marie. L'homme pourrait tirer. Mais comment tirer sur une jeune femme qui dessine des poupées et chante des berceuses? Il y a sûrement une autre solution. Un homme escalade silencieusement la façade dans le noir. Il est 21h passées. Il découpe, toujours en silence, le carreau de la fenêtre comme un voleur. Décolle le morceau avec un adhésif, passe la main par le trou et tourne doucement la poignée en souplesse. Marie s'est endormie, l'enfant dans ses bras, serré contre elle. L'homme passe la fenêtre, avance à pas de velours vers la table de soins, tend les bras en avant, retient son souffle, et d'un geste brusque et efficace arrache l'enfant des bras de Marie. Un autre homme surgit derrière lui au même moment, ceinture Marie qui s'est réveillée en sursaut, l'aiguille d'une seringue la cueille au vol, vertige, silence, paix bienfaisante. C'est fini. Sandra, la petite fille en robe bleue, n'a pas souffert de ce drame. Elle est sortie dans les bras du sauveteur en demandant « Comment tu t'appelles, toi ? Elle est malade, Marie ? Elle est où, maman ? Et la poupée ?» Une bonne nature. Il n'y aura pas de procès pour kidnapping. Marie n'est pas responsable de ses actes. Marie va retourner dans l'univers feutré des drogues pour longtemps, cette fois, jusqu'à ce qu'une blouse à lunettes revienne lui demander le nom de sa fille, la date de l'accident, la couleur de son canapé ou autre chose, et décide peut-être que les tests sont concluants, que la malade peut retourner à la vie civile et à la réalité de son malheur, que son cerveau est socialement correct. Mais que sait-on du cerveau ? Oh, vraiment pas grand-chose. 25 avril 1950. Une luxueuse voiture américaine de location s'arrête devant le perron d'un palace parisien. Parmi le personnel, une rumeur circule. La suite royale. C'est en effet dans la matinée que devaient arriver les locataires de la suite royale, le plus bel appartement de l'hôtel. Un homme sort sans se presser de la limousine noire, il doit avoir la soixantaine, il porte avec beaucoup d'élégance sa chevelure argentée, il est grand, très droit, il glisse un gros billet au portier courbé en deux qui vient de lui ouvrir. Le reste du personnel échange des regards surpris. D'habitude, ce sont des couples ou des familles qui louent la suite royale. Mais quelqu'un qui retient les 4 pièces, 2 chambres, 2 salons, plus 2 salles de bain pour lui tout seul, c'est pas courant. Pourtant, une fois l'immense coffre de la voiture ouvert, la surprise est plus grande encore. L'arrivant n'a pour tout bagage qu'une seule valise, et encore pas bien grande, en cuir noir. À la réception, il remet un passeport vénézuélien au nom de Ramirez et gagne ses appartements suivi d'un employé portant son unique valise. Après l'avoir gratifié du pourboire attendu, le Vénézuélien s'enferme et ouvre son bagage. Il en considère avec satisfaction le contenu plutôt surprenant. Outre le linge et les vêtements, il y a une boîte à outils et dans un sac, une boule de matière molle qui ressemble à de la bougie. Il tombe la veste, étale son attirail sur une commode. Pourquoi perdre du temps ? Pas en vacances. Il a pour son travail. Car Luis Diego, dont Ramirez est l'une des nombreuses identités d'emprunt, exerce le métier de cambrioleur. Et s'il n'avait toujours été d'une parfaite modestie, il pourrait préciser « gentleman cambrioleur ». Luis Diego, qui a retiré sa chevalière, pétrit un morceau de cire entre ses doigts fins. Dans le fond, son argent, il le mérite. C'est le juste prix de son système, aussi simple que génial. Tout a commencé en 1946 à Malaga, la ville du sud de l'Espagne qu'il a toujours habité. C'est cette année-là qu'il a rencontré Paquita.
et il l'a épousée peu après. Paquita était beaucoup plus jeune que lui, et pour elle, il a tout de suite voulu ce qu'il y avait de plus beau, de plus cher. Et c'est ainsi qu'il a mis au point son idée. Il est choisi d'abord dans une ville le plus luxueux hôtel, et il y réserve la suite la plus chère. Là, il reste 2 jours, le temps de prendre à la cire l'empreinte de la clé et de la serrure. Une fois rentré chez lui à Malaga, il fabrique une réplique exacte de la clé. Ensuite, 1 an plus tard, il revient dans le même hôtel, sous un autre nom, et en ayant soin de modifier son aspect physique. Il loue une chambre ordinaire. Il n'a plus qu'à surveiller les allées et venues des occupants de la suite. Dès qu'il les sait absents pour un certain temps, il entre avec sa fausse clé et opère en toute tranquillité. Il a ainsi effectué une 10aine de vols. Jusqu'ici, la police n'a pas eu le moindre soupçon. Personne n'a fait le rapprochement entre le milliardaire qui avait loué la suite 1 an auparavant et le voyageur qui occupait une chambre voisine au moment du vol. Ah oui, un système original et sans faille. Les seules relations de Luis Diego avec le milieu traditionnel sont les faussaires qui lui procurent ses passeports et les receleurs chez qui il écoule son butin. N'aime pas ces gens-là. Il lui rappelle qu'il est malgré tout un malfaiteur comme les autres. Un peu plus d'1 an a passé, nous sommes le 9 avril 1951. Comme prévu, Luis Diego revient dans le palace parisien. Entre-temps, il a opéré avec une parfaite impunité à Londres et à Vienne. Pour la circonstance, il n'a pas loué la limousine au capot démesuré et aux chromes agressifs, il arrive dans un simple taxi. Suivi par les garçons qui se partagent ses 3 valises, car cette fois, il va avoir des choses à emporter, il pénètre dans le hall et remet au réceptionniste son passeport guatémaltais. Celui-ci le gratifie du sourire commercial qu'il adresse à chaque client. Monsieur Romero met parfaitement, chambre 110. Et un peu plus tard, Monsieur Romero s'enferme dans la chambre 110. Ce n'est pas la meilleure de l'établissement, à vrai dire. Elle a pour seule particularité d'être juste en face de la suite royale. Et maintenant, il n'a plus qu'à guetter les allées et venues de ses voisins. C'est vers 7 heures du soir qu'il les entend sortir. C'est un couple d'Américains. Discrètement, il sort à son tour et leur emboîte le pas. L'homme est le type même du parvenu. La femme, malgré sa robe de grand couturier, n'est certainement pas une duchesse, mais elle est jolie. Elle est beaucoup plus jeune que lui. C'est une blonde platinée de taille assez grande. Incontestablement, elle a du charme. Maintenant, il s'agit de savoir ce qu'ils ont l'intention de faire. Et là, Luis Diego est tout de suite favorisé par la chance. Le milliardaire s'approche de la réception. Immédiatement délaissant un autre client, l'employé accourt vers lui, une enveloppe à la main. « Vos billets pour l'opéra. Bonne soirée, monsieur. » Luis Diego sourit sous sa moustache postiche. L'opéra. 3 heures de tranquillité. Des conditions de travail comme il les aime. Il a même le temps de dîner. Et, après avoir fait honneur à la table de l'hôtel, Luis Diego revient au premier étage où se trouve sa chambre et la suite royale. Il sort la clé de sa poche. La porte s'ouvre sans un murmure. Ah, du beau travail. Quelquefois, il est nécessaire de donner un dernier coup de lime pour ajuster, mais cette fois, c'est parfait. Décidément, il ne perd pas la main. Luis Diego referme silencieusement et s'avance sur la pointe des pieds dans ces lieux qu'il connaît parfaitement. Il pousse la porte de la première chambre à coucher. Et c'est alors que se produit l'inimaginable. Il y a un bruit, et l'une des lampes de chevet s'allume. L'Américaine est là, dans son lit, en chemise de nuit. L'espace d'un éclair, Luis Diego comprend. Elle a dû se sentir fatiguée, et elle est rentrée, laissant son mari assister seul à la représentation. Pour l'instant, la femme est trop surprise pour crier. Elle reste la bouche ouverte, les yeux ronds, à demi dressés, les 2 mains sur la poitrine. Mais dans un instant, elle va se reprendre, crier, sonner, et il sera perdu. Il faut qu'il fasse quelque chose. Alors, d'un seul mouvement, Luis Diego se jette à genoux et lui dit la seule phrase qui puisse expliquer sa conduite. « Je vous aime. » L'Américaine le regarde encore plus surprise, mais elle ne crie pas, c'est l'essentiel. Luis se met à parler frénétiquement, il faut qu'il parle. Tant qu'elle l'écoutera, elle ne dira rien. « Oui, je vous aime. Nous autres en Amérique du Sud, quand nous aimons, c'est tout de suite, au premier regard. Quand je vous ai vu rentrer seul tout à l'heure, ce fut plus fort que moi. »
Il sort la clé de sa poche. J'ai payé à prix d'or au garçon d'étage le double de votre clé et je suis entré. Mais non, ne vous inquiétez pas, je ne veux pas vous toucher, simplement vous regarder. Je vous en prie, Señora. Ne dites pas à votre mari mon geste de folie. Malgré elle, la jeune femme se met à sourire. Elle a l'air de penser, il n'y a qu'à Paris qu'il puisse arriver des choses pareilles. Mais si elle éprouve certainement encore un peu de crainte, elle a l'air surtout amusée et flattée. Grâce à sa présence d'esprit, Luis Diego vient de gagner la partie. Sans s'attarder davantage, il se retire après un profond salut. Le lendemain matin, il fait porter anonymement à la suite royale une gerbe de roses. Quand un peu plus tard il croise l'américaine dans le hall, elle lui adresse un regard complice. Il sait qu'il est hors de danger. Luis Diego va continuer sa carrière de gentleman cambrioleur pendant encore un peu plus d'1 an. Jusqu'au jour où un événement imprévisible va tout ruiner et de la manière la plus tragique. 6 novembre 1952. Luis Diego rentre de Bruxelles avec son butin habituel. Tout s'est passé sans problème. Quand il arrive dans sa luxueuse villa, il voit Consuela, sa domestique, accourir vers lui. « Oh, monsieur, c'est affreux. Oh, c'est affreux, madame. »« Eh bien quoi, madame, parlez !»« Elle est morte comme ça, du cœur. »« Mais où est-elle ?»« Elle n'est plus là. Elle a été enterrée hier. Le médecin l'a ordonné. On ne pouvait plus attendre. » Luis Diego pousse un cri. Il renvoie Consuela. Il va être seul jusqu'à ce que le soir tombe. Ce qu'il va faire est fou, mais rien ni personne ne pourra l'en empêcher. Dans la nuit, une ombre se glisse hors de la villa, une pelle, un ciseau à froid et un marteau dans les mains. Luis Diego a les yeux fixes, hagards. Il escalade prestement le mur du cimetière, il se dirige vers la concession qu'il avait achetée en pensant à lui-même. Mais c'est Paquita qui est morte la première. Et là, il se livre à un travail de terrassier. Après 1 heure d'effort, il dégage le cercueil. Quand un peu plus tard, les policiers alertés par le gardien du cimetière arrivent sur les lieux, ils le découvrent agenouillé, serrant la morte contre lui. Luis Diego est conduit et enfermé au poste de police. Le lendemain, le commissaire vient l'interroger. On l'a mis au courant de la situation, et il n'est pas fâché d'avoir Luis Diego en face de lui. Il n'a jamais aimé ce riche oisif. Il a toujours pensé que la source de ses revenus n'était pas claire. Jusque-là, il ne pouvait rien contre lui, mais à présent, c'est différent. Le fait qu'il s'agisse de votre femme ne change rien. Il y a eu violation de sépulture, et c'est un délit, monsieur Diego. Comme son interlocuteur reste sans réaction, il continue d'un ton plus insidieux. « Mais parlez-moi un peu de vous. Vous revenez de voyage, je crois. Où étiez-vous ? À Bruxelles. Parfait, à quel hôtel ? Ne me souviens pas. Dommage. Nous allons quand même vérifier. Vous pouvez partir, monsieur Diego, mais je vous demande de ne pas quitter Malaga. Le lendemain, le commissaire, accompagné de plusieurs policiers, vient le trouver dans sa luxueuse villa. Luis Diego l'accueille sans émotion. Depuis la mort de sa femme, tout lui est indifférent. « Monsieur Diego, je me suis mis en rapport avec les Beiges et ils m'ont appris qu'un vol a été commis au Palace Hotel juste avant votre départ. Curieux, n'est-ce pas ? J'ai un mandat de perquisition pour votre villa. » Il fait un signe à ses hommes de commencer la fouille. Mais Luis Diego l'arrête d'un geste. « Inutile. L'argent est toujours dans ma valise, je ne l'ai pas ouverte. Commissaire, posez-moi toutes les questions que vous voudrez, j'y répondrai. Tout ce que j'ai fait, c'était pour Paquita. » Et c'est ainsi que s'est terminée l'incroyable série de vols qui avait fait trembler pendant plus de 5 ans les palaces d'Europe, et qui a été arrêté celui qui fut sans doute le dernier gentleman cambrioleur. Il est minuit, l'instant crucial. Au 12e coup de la pendule à coucou, un fantôme vous parle. Ils ne sont pas rares finalement, les amateurs de guéridons ronds.
Dans le secret des salons bien gardés, derrière des tentures mystérieuses, les spirites font tourner gaiement en rond les guéridons ronds. Gaiement n'est pas réellement le terme d'ailleurs. Julius Storm, habitant du Michigan, quelque part entre Détroit et Chicago, a construit il y a bien longtemps une belle maison de bois avec une terrasse et des rocking chairs pour les beaux jours. Un lac, un ponton, un bateau lui servent de vacances sur place. Et les mauvais jours d'hiver, lorsque la température descend largement au-dessous de zéro, que la tempête de neige fait rage alentour et que les voitures circulent en zigzagant, Julius Storm invite ses amis à faire tourner son guéridon rond. Il lui vient de sa mère. Il est donc vieux ce guéridon, car Julius a passé la soixantaine et son épouse, plus âgée que lui, a fêté, elle, ses 70 ans. Odora se moque bien des guéridons. Sa passion à elle, ce sont les chats. Des tas de chats. Elle a d'ailleurs une tête de chat, à y regarder de près. Comme eux, elle s'endort au coin du feu. Comme eux, elle refuse les intempéries et ne sort pas de chez elle de tout l'hiver. Julius n'a pas une tête de guéridon, mais de spirit. Le regard allumé, un peu fixe, de grands cernes inquiétants, il parle aux fantômes comme vous et moi à l'épicier du coin. Ce soir d'hiver 1972, dans le salon au parquet recouvert de tapis, le guéridon trône. 2 invités sont venus prendre des nouvelles, qui de sa tante, qui de son épouse. Marcus, ancien vétérinaire, et Georges menuisier. Retraités tous les deux, ils assistent régulièrement aux séances de Julius. Les soirs de guéridon, Dora se réfugie dans sa chambre avec une demi-douzaine de chats. Les nouvelles de l'au-delà ne l'intéressent pas. Le vent souffle au dehors glacial. Dans le garage, les 2 molosses de Julius gardent sa maison relativement isolée. Des redoutables, aux crocs capables de dévorer une carcasse de n'importe quoi pourvu qu'il y ait de la viande dessus. Il est 23 heures. Julius attend minuit, les invités aussi, car tout le monde sait que les fantômes ne consentent à discuter qu'à minuit. Le guéridon attend immobile, lisse et verni. Une musique entretient cette attente vaguement hindoue, lancinante. Des bâtons d'encens fument un peu partout, des bougies ont remplacé l'électricité. Enfin, tout est prêt. Les 3 spirites discutent à voix basse afin de ne pas effrayer les visiteurs de la nuit. La discussion n'a cependant rien d'ésotérique. Marcus demande des nouvelles de la femme de Julius en sa qualité de vétérinaire. Il se mêle volontiers de la santé de ses concitoyens et n'est pas avare de conseils. Le vermifuge est son remède préféré. Georges estime que les rhumatismes n'ont rien à voir avec le vermifuge. Quant à Julius, il résume ainsi la santé de son épouse. Une marmotte ne dormirait pas plus qu'elle. Peut-être aimerait-il mieux, Julius, finir sa retraite avec moins de chats et une épouse plus alerte. On l'a vu parfois tourner autour d'une coiffeuse de la ville voisine, une jeunesse de 50 printemps, au décolleté ignorant résolument les frimas de l'hiver. Mais si escapade sentimentale il y a, nul n'en a la preuve. Julius est prudent, car Dora dispose d'une rente solide, et il se retrouverait immédiatement à la porte, lui et son guéridon. Enfin, minuit. Au 12e coup de la pendule à coucou. Marcus et Georges, les mains bien à plat sur le guéridon, se concentrent, les yeux clos. Ils écoutent la litanie de Julius, qui appelle en communication les âmes de la tante, de l'un, et de l'épouse, de l'autre. Si l'on demandait à cet instant précis aux 2 invités ce qu'ils ressentent, la réponse serait confuse. Ils ont l'impression de s'envoler, de partir, de dormir sans dormir. La transe, quoi. C'est la spécialité de Julius, un talent secret qu'il n'a encore dévoilé à personne. Pour amener ses invités dans cet état second, il se sert d'une boule de cristal posée au milieu du guéridon. Marcus et Georges doivent fixer cette boule en silence, tandis que Julius s'exprime dans une langue parfaitement inconnue et qui, somme toute, n'est que du latin de cuisine. En tout cas, l'effet est garanti en moins d'1 minute. L'hypnose a fait son effet. Il est là, le secret de Julius. L'hypnose. Son guéridon ne tourne pas en rond, bien entendu. C'est lui qui le fait tourner. Et aucun fantôme ne vient s'exprimer sur cette bizarre autoroute fantôme de la communication. C'est Julius qui prend la voix de la tante de Marcus et celle de l'épouse de Georges. Des voix d'outre-tombe, bien trop graves pour être féminines. Mais comme elles viennent de loin, c'est normal. À minuit et 5 minutes, Julius est dans la peau de la tante Zelda, une brave femme qui éleva jadis Marcus. Tante Zelda a beaucoup de choses à dire à Marcus. Qu'il doit refaire sa barrière, changer les voitures, se consacrer à la recherche vétérinaire, en inventant le médicament miracle qui sauverait à la fois les bêtes et les hommes. Ainsi Marcus ferait fortune et pourrait associer son ami Julius dans l'affaire. Vient le tour de Georges. Georges est un client plus difficile pour le guéridon.
Amoureux de sa femme et inconsolable depuis sa disparition brutale, il ne veut qu'une chose, parler d'amour avec elle. Or, le langage amoureux est relativement limité. Une fois que Julius a répété 2 ou 3 fois « je t'aime » à son copain Georges, « prends soin de toi et tu me manques », il est un peu à court. Mais peu importe. Ce soir est un soir particulier. Julius dit soudain d'une voix grave, « Georges, accompagne-moi au garage. Viens au garage, Georges. » En transe, on ne proteste pas. L'invitation peut paraître saugrenue à minuit passé, mais Georges obéit. « Lève-toi, Georges. » Georges se lève. « Suis-moi, Georges. » Georges emboîte le pas de Julius, qui le tient par la main. Quant à Marcus, l'ordre lui est intimé de ne pas bouger et de rester en contact avec le guéridon. Julius et Georges se dirigent donc tous les deux vers le garage, par une porte intérieure. Julius ouvre la porte. Les 2 hommes descendent prudemment les quelques marches de bois. Julius allume le garage et dit soudain d'une voix angoissée, « Georges, regarde. Dora est morte. Réveille-toi, Georges. » Georges ouvre les yeux, qu'il n'a pas eu l'impression de fermer d'ailleurs, et contemple, horrifié, le spectacle. Dora est allongée par terre, sur le sol du garage, près de la voiture, sa robe de chambre retroussée, la tête ensanglantée. Un peu plus loin, dans leur niche, les 2 molosses de Julius contemplent le même spectacle sans broncher. Julius passe aussitôt à la vitesse de communication supérieure. Mon Dieu, regarde. Son sac est par terre vide. Elle a voulu venir le chercher dans la voiture et on l'a attaqué. C'est pour cela que les chiens ont aboyé. Georges est vert de peur. Il regarde fixement par terre un marteau, l'arme du crime, abandonné par l'assassin et qui a mis brutalement un terme à la vie de Dora. Affolé, il remarque. Le type n'est peut-être pas loin. Julius, il faut appeler la police immédiatement. Julius lui montre le téléphone mural. Appelle. Je vais chercher Marcus. Moins d'1 minute plus tard, Marcus vient se rendre compte du désastre. Mais c'est épouvantable. Ça s'est passé pendant la séance. Julius, les larmes aux yeux confirment. Tu te souviens? On a entendu les chiens aboyer. J'aurais dû me précipiter si j'avais pu imaginer une chose pareille. Mais Georges parlait avec sa femme. J'ai pas voulu le troubler. Spectacle douloureux du veuf, désormais inconsolable. Julius reçoit la police du comté, assis sur les marches du garage, la tête dans les mains. Ce sont Marcus et Georges qui donnent des détails. Témoins précieux de l'innocence de Julius dans ce crime mystérieux. Nous étions assis tous les 3 autour du guéridon, comme d'habitude, 1 fois par semaine, lorsqu'on a entendu les chiens aboyer. Alors nous sommes venus voir, et voilà. Ils n'ont pas quitté Julius une seconde entre 10 heures du soir et la découverte du corps, évidemment. Chacun pensait que Dora était dans sa chambre, comme d'habitude, avec ses chats. Or, il semble qu'elle se soit aperçue d'un oubli. Son sac était resté dans la voiture, elle a eu besoin de quelque chose qui se trouvait dans son sac. Son médicament, peut-être. Elle est descendue le chercher. Tout est contrôlable dans cette histoire. Julius et Dora ont effectivement fait un tour en ville, en début d'après-midi, car Dora avait besoin de boîtes de nourriture pour ses chats, et elle ne laisse à personne le soin de s'en occuper. La caissière du drugstore la connaît et confirme. Ensuite, elle a parlé au téléphone avec Marcus, lui demandant de lui apporter ce soir, puisqu'il venait assister à la séance hebdomadaire, un médicament pour l'un de ses chats, victime d'une bronchite aiguë. Ensuite, elle a regardé la télévision. Julius et elle ont dîné comme d'habitude, elle a rangé la cuisine, et à l'arrivée des 2 apprentis spirites, elle est montée se coucher après une brève conversation avec eux, armée d'une couverture chauffante, d'un livre et d'un plateau avec tisane. Qui est donc le mystérieux assassin? Comment a-t-il fait pour pénétrer dans le garage? Pour la deuxième réponse, c'est extrêmement simple. Il a brisé le carreau d'une fenêtre qui donne sur la cour. Mais son identité? Pas d'empreintes utilisables sur le marteau. La mort remonte d'après le légiste aux environs de minuit, moment où Julius se trouvait avec ses 2 amis autour du guéridon. Et l'enquête tourne en rond. Le vol pourrait être un mobile. Selon Julius, le sac de sa femme contenait environ $200. Et on a vu malheureusement des gens tués pour moins que cela. Mais la police dubite. Dubiter est le rôle de la police. Ce Julius amateur de guéridon ne leur dit rien qui vaille. Ne va-t-il pas hériter de son épouse? De sa vieille épouse encombrante? Ne s'est-il pas débarrassé des chats? Et les 2 témoins, ont-ils réellement entendu les chiens aboyer? À force d'interrogatoire, Marcus n'est pas tellement sûr. C'est-à-dire que on était en communication avec l'au-delà, vous comprenez? Alors les bruits de l'extérieur, ils deviennent moins importants dans ce cas-là. Mais Georges a entendu. Georges a entendu, oui, mais
Mais non, enfin, j'ai entendu Julius dire les chiens aboyer. Réflexion faite, je ne sais plus si je les ai entendus moi-même. Vous comprenez, j'étais en communication avec ma femme. Cependant, ils jurent mordicus tous les deux, alors que Julius ne les a pas quittés une seconde. Et Julius se déclare innocent, tout aussi mordicus, bien sûr. L'idée de la police serait que Julius les a pourtant quittés le temps d'assassiner sa femme qu'il aurait fait descendre au garage sous un prétexte quelconque, tandis que les deux autres, en transe, écoutaient parler les fantômes. Mais sans preuve directe, il est difficile d'étayer cette théorie. Une seconde autopsie vient renforcer le doute. Il est prouvé que Dora ingérait depuis longtemps, outre des somnifères, de l'arsenic. Alors, confronté à ce nouveau soupçon de taille, Julius prétend que cet arsenic est contenu dans une potion que son ami Marcus, ancien vétérinaire de son état, préparait régulièrement pour Dora. Elle en prenait chaque soir dans sa tisane pour mieux dormir. Marcus avoue. La potion contenait une dose infinitésimale d'arsenic, mais totalement sans danger. De plus, un expert fait remarquer que l'accoutumance à une aussi faible dose ne pourrait en aucun cas provoquer le décès. La mort étant due indubitablement à un coup de marteau, que viendrait faire l'arsenic dans cette histoire? Quant au mobile, il est facile de le rendre également douteux. Julius hérite, mais disposait déjà de cet héritage au quotidien. S'il a réellement éliminé son épouse, ce n'est pas forcément pour l'argent. Conclusion sans mobile évident, sans preuve directe, et Julius criant hautement son innocence, l'instant crucial de la mort de Dora n'a pu être établi. Le meurtrier demeure un fantôme. C'est pour cela que les noms et les lieux de cette histoire de guéridon ont été modifiés afin de préserver, ainsi que le veut la déontologie, les droits du suspect. Autrement dit, cette histoire pourtant vraie, qui parvient à vos oreilles par les ondes, pourrait très bien vous être racontée d'un au-delà imaginaire par l'intermédiaire d'un guéridon, lequel est le seul à ne pas avoir été interrogé par la police, laquelle police à ce jour tourne encore en rond et rond et rond, petit guéridon.